Eh bien, bonjour. Bonjour à tous. Vous savez que dans bonjour, il y a bon, et bon est articulé à jour. Et dans bonheur, on retrouve bon, mais articulé à heure, ce qui est moins qu'un jour. Alors disons qu'un vrai bonjour, un jour heureux, est fait de bonheur, donc de bonnes heures. Alors, tout ça pour introduire au calendrier de ce séminaire mensuel, fait, je l'espère, de bonnes journées, qui, pour des raisons en vérité à la fois de santé et de travail, n'a pu commencer qu'en début d'année civile. Alors c'est toujours un lundi, un par mois, et c'est au même lieu, à savoir ici, et à la même heure, soit 20 heures. On peut donc espérer, avec toutes ces déterminations, qu'il s'agisse à la bonne heure du bonjour d'un bonheur. Alors voici donc les jours, les bons jours de la bonne heure du bonheur. Après aujourd'hui, le 22 janvier, nous aurons, notez-le, le 26 février, le 18 mars, le 8 avril, le 13 mai et le 10 juin. Le titre que j'ai donné au séminaire d'aujourd'hui, vous pouvez le considérer comme étant en réalité le titre du séminaire annuel. Ce titre est un titre à 4 concepts. Il s'appelle donc, ce séminaire, le monde, l'événement, le sujet et le bonheur. Et bien entendu, il portera sur l'articulation de ces 4 notions, le monde, l'événement, le sujet et le bonheur. Si je le commentais immédiatement, ce titre, je vous dirais, c'est un titre accommodé d'une certaine façon à l'idéologie dominante dans le monde contemporain, qui est à l'évidence que, comme on sait, que ce monde ne va pas, que ce monde est fortement déréglé, qu'il a à son horizon des redoutables guerres, qu'on ne voit pas en plus par quel biais, par quel ressort on pourrait modifier de façon véritable, de façon radicale, le caractère intrinsèquement désolant, en réalité, du monde contemporain à échelle totale, à échelle de la planète. Et au fil du séminaire, mais aujourd'hui nous serons dans une introduction, au fil du séminaire, je compte introduire comme 2 concepts fondamentaux d'élucidation de la situation du monde et en même temps de propositions concernant sa transformation. Je proposerai en réalité d'analyser de façon profonde 2 catégories, 2 concepts. Le premier concept sera celui de négativité. C'est-à-dire comment se fait-il qu'un monde puisse produire, puisse attirer un sentiment aussi fort et aussi unanime qui est un sentiment négatif. À savoir que de ce monde, on peut dire bien des choses, mais
en dernier ressort, on revient toujours à dire que ça ne va pas. Il faudra éclaircir en réalité à la fois les origines et la nature réelle de cette négativité répandue, de cette négativité traitée comme une évidence. Et puis, de l'autre côté, nous aborderons le concept de singularité ou d'identité. Parce que ce qui apparaît aujourd'hui, et comme vous le savez, c'est une figure préoccupante, c'est que la leçon tirée de l'évidence de la négativité projette l'esprit en direction de l'identité. Et de deux façons. D'abord parce que l'idée vient rapidement que la négativité a pour origine des identités malfaisantes. C'est pourquoi, c'est un exemple flagrant et immédiat, au regard de ce que l'on peut penser aujourd'hui de l'événement de notre pays, des gens pensent qu'il n'y a rien de plus important et de plus immédiat et de plus nécessaire que de persécuter les étrangers. Et on voit donc là que l'identité, en l'occurrence le procès de défaut d'identité, s'articule en fin de compte à la négativité. Et ma thèse spéculative sera que la caractérisation la plus constituée du monde contemporain, c'est la façon dont il travaille la corrélation entre négativité et identité. L'idée qu'on va se sortir du négatif par le recours à l'identité, l'épuration de l'identité, la vérification de l'identité, tout phénomène dont on sait que dans l'histoire, ils ont été le propre des différents fascismes. Autrement dit, philosophiquement, si vous voulez, examiner le fait que dans de nombreux secteurs du monde d'aujourd'hui, le fascisme est en travail, quand on constate avec quelques surprises qu'il est même en travail dans de vieux pays sociodémocrates comme dans la Scandinavie, il est en travail sous la forme de la persécution des étrangers, il est en travail sous la forme finalement de la valeur attribuée au célèbre français de Souche, la de Souche zémourienne. Tout ça indique bien que, d'une certaine manière, l'approche de la situation dans ces données objectives et subjectives passe par l'examen du lien catégoriel entre négativité et identité, avec le péril de considérer que ce qui sort de la négativité est toujours sous la forme de la mise en avant d'une identité. Il faudra montrer que cette dialectique singulière est à l'arrière-plan, en réalité, de toutes les figures historiques des extrêmes droites nationalisantes. Ce sera donc ça un aspect du projet général de ce séminaire. Mais je ne le réduirai pas à cela, et je lui ai donné finalement comme titre général le monde, l'événement, le sujet et le bonheur. Aujourd'hui d'ailleurs, je commencerai plutôt, pour dessiner une introduction, je commencerai peut-être plutôt par le bonheur, à savoir par le contraire de ce qui constitue l'imprégnation désolée que donne le monde contemporain, impression qui revient à dire que ce n'est pas un monde dans lequel le bonheur est facile. Et alors, je poserai
à ce propos une très antique question philosophique, à savoir, finalement, qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce que le bonheur tel que, d'une certaine façon, il soutient à l'évidence, négativement, que son manque soit pratiqué, nommé, discuté comme un malheur, comme une indifférence ou comme quelque chose dont il faut se méfier. Alors, je vais demander, qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce en réalité qui peut garantir une vie heureuse? Et comment peut-il s'agir d'un impératif? Impératif dont on verrait que le monde contemporain, précisément, le refuse ou le dénie. Et je demanderais si l'on peut, au fond, définir ou finaliser la philosophie dans cette affaire en tant que recherche d'un vrai bonheur, d'une identification effective du bonheur comme le contraire affirmé, le contraire reconnaissable de la situation contemporaine de la subjectivité politique. Alors, vous savez, on dit en général que la philosophie peut être définie ou finalisée en tant que recherche d'un vrai bonheur et que cela mène à la considération des différentes visions de la sagesse. La sagesse serait ce dont, ou ce à partir de quoi on peut éclairer de façon heureuse la vision affirmative du monde. Et la sagesse n'est-elle pas la forme, mais la forme dominée, la forme pensée du vrai bonheur? C'est à partir de ce type de questions que nous naviguerons à travers le titre, le monde, l'événement, le sujet et le bonheur, titre que je vais essayer aujourd'hui de légitimer. Je partirai à partir d'une chose que vous devez savoir sans doute, qui est que Saint-Just, le penseur sans doute le plus cohérent et le plus avancé de la Révolution française, en pleine tourmente de la Révolution, a déclaré « Le bonheur est une idée neuve en Europe ». Donc, le révolutionnaire étayait là non seulement la figure du bonheur, mais la figure de ce nouveau monde. Et alors, cela entraînait une conséquence évidente, c'est que la révolution doit créer le monde où se déplie l'idée neuve du bonheur, et que pour ce faire, elle doit évidemment déraciner le vieux monde dans lequel le bonheur n'est même pas encore donné comme une idée, puisque c'est dans la Révolution qu'il sera une idée neuve. Alors dans ce vieux monde qui est le nôtre, ce vieux monde comme le nôtre aujourd'hui, il est finalement au pouvoir ce monde, disons, et c'était déjà au fond l'idée de Saint-Just, qui est la domination, la corruption que représente le profit d'un petit groupe dominant. Et la Révolution doit établir, c'était le lexique de la Révolution française, la Révolution doit établir un lien essentiel entre la vertu, ce qui va être appelé la vertu par eux, qui est le contraire de la corruption du groupe dominant, et le bonheur,
qui est ce que doit pouvoir chercher la totalité du peuple. C'est dire que, et c'est la force de cette intuition, de cette pensée, un changement complet du monde, une émancipation de l'humanité tout entière, au regard des formes oligarchiques qui dominent le monde depuis l'esclavage antique jusqu'au capitalisme impérialiste, est la condition préalable pour qu'un bonheur réel puisse être une possibilité offerte à tous. Et au passage, je dirais, le sentiment collectif de médiocrité, de déprise, d'incertitude en même temps du monde contemporain, c'est aussi le sentiment qu'on ne sait plus en quel sens le bonheur peut être la possibilité de tous. Alors pendant tout le XIXe siècle, et une bonne partie du XXe, et à un niveau mondial, était restée très active la conception selon laquelle, pour être heureux, il faut changer le monde. Et que c'était là que s'articulait, effectivement, dans mon titre, le monde, l'événement, le sujet et le bonheur. La question en débat, dans cet irrésistible courant de la nature révolutionnaire, est alors comment changer le monde? C'est-à-dire comment changer le monde de telle sorte que tout sujet puisse s'articuler à une figure du bonheur. Alors on s'aperçoit très vite que cette question est très compliquée, dans la mesure simplement, quand on la lit, elle ne contient pas moins de 3 mots très difficiles. Le nom monde, le verbe changer et l'adverbe interrogatif comment. On pourrait dire que c'est ça la question que je cherche à poser au regard du spectacle du monde contemporain. Oui, d'accord, le monde contemporain, mais qu'est-ce qu'un monde en réalité? Comment le changer? Et comment est peut-être le mot le plus compliqué de cette affaire. On est donc confronté d'emblée à une sorte de syntagme grammatical complexe que je vais essayer de parcourir et qui est corrélatif au titre général, je le redis, le monde, l'événement, le sujet et le bonheur. Alors commençons par le mot monde. Quand on dit finalement le monde en ce 2024 du XXe siècle est un monde désorienté, un monde sans avenir lisible, un monde hanté déjà par la guerre, quand on dit tout cela, que signifie exactement monde? Que signifie notre monde contemporain? Alors, vous voyez que si nous ne sommes pas capables de spécifier immédiatement ce que nous entendons par le monde, en tant qu'il va mal, le titre de tout cela va devenir une question très obscure. C'est pour ça que je voudrais m'y attarder un petit peu. Je vais prendre un exemple contemporain qui soit de ce monde, en effet, mais qui soit assez éloigné dans le temps pour ne pas, si je puis dire, se substituer à l'analyse du présent. Je l'ai pris comme cela par sa singularité analytique. Il s'agit du mouvement fameux à son époque, en 2012, d'une fraction de la jeunesse des États-Unis. Alors ça m'intéresse parce que
soit dit en passant, dans la vision négative du monde contemporain, la figure des États-Unis est une figure importante, comme vous savez. Elle est peut-être le nom propre de la désorientation. Et alors, dans ce pays, il y a eu un mouvement qui s'était donné le nom, vous en avez sans doute entendu parler, de Occupy Wall Street. Alors, quel est le monde que cette révolte, que ce soulèvement voulait changer? Le révolte de type Occupy Wall Street. Est-ce Wall Street, en tant que symbole du capitalisme financier? Les protestataires sur ce point ont déclaré, c'était devenu à l'époque assez fameux, nous représentons 99% de la population, tandis que Wall Street ne représente que 1%. Et donc la racine dépressive de la vision du monde s'appuyait sur 1% de la population, à savoir ce qu'on appellerait aujourd'hui le groupe des milliardaires. Alors, est-ce que cela voulait dire que le monde contre lequel ils protestaient était, au-delà de la pure économie, le faux semblant politique qu'est la prétendue démocratie? Puisque, d'une certaine façon, cette prétendue démocratie était régentée par un 1% de la population contre 99%, c'est-à-dire contre la population proprement dite. Un tout petit groupe de riches et de puissants, motivés par leurs seuls intérêts privés, contrôle, disait-il, les vies de millions et de millions d'autres gens. Est-ce qu'ils affirmaient que le bonheur collectif, puisque nous restons dans cette corrélation entre situation et bonheur, que ce bonheur collectif a pour condition de mettre fin à la prétendue démocratie dans laquelle ce petit groupe, ce 1%, peut décréter la misère absolue de millions de gens vivant bien loin de nos métropoles occidentales, des millions de gens qui sont en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud. Et cependant, nous pouvons également remarquer que les militants qui occupaient Wall Street étaient des jeunes hommes et des jeunes femmes de la classe moyenne. Ce n'étaient donc pas les victimes nommées et désignées à échelle planétaire de la dictature du 1%. Peut-être peut-on dire, était-il en train de protester justement contre la vie qui n'est pas un bonheur, contre la vie triste, précaire, la vie sans futur clair et lumineux, qui est celle de tant de jeunes hommes et de jeunes femmes des métropoles de notre monde occidental, comme on le voit aujourd'hui, où en effet c'est notamment dans la jeunesse, et notamment dans la jeunesse intellectuelle, que se répand un sentiment comparable à celui du 1% américain, à savoir une déprime irréversible de la notion même de bonheur, et par conséquent la destruction du sens de l'existence. Et dans ce cas, leur question n'était pas tant de changer le monde que de témoigner activement, pour quelques jours ou pour quelques semaines, de façon publique, de quelque chose de faux et de malheureux dans notre existence collective. Et alors il devient probable, comme la suite l'a montré, que derrière cet état d'esprit désespérément subjectif, il n'y avait malheureusement aucune représentation claire du monde et des principes de son changement
dans la direction d'une émancipation du bonheur en tant qu'idée neuve. Le bonheur en tant qu'idée neuve. C'est injuste. Le bonheur est une idée neuve en Europe. Alors il est clair que pour y voir clair dans tout cela, il faut définir différents niveaux de généralité ou d'existence afin de comprendre ce que c'est qu'un monde. Et je propose ici d'en distinguer 5 niveaux de construction de ce qu'on entend quand on dit que notre monde est mauvais, notre monde est désorienté, etc. Qu'entend-on par le mot monde? Premièrement, il y a notre monde intérieur de représentation, de passion, d'opinion, de souvenirs. Le monde qui fait que je suis de ce monde. Le monde des individus, avec leur corps et leur esprit. Deuxièmement, nous pouvons définir les mondes collectifs que forment des groupes fermés, celui de ma famille, de ma profession, de ma langue, de ma religion, de ma culture ou de ma nation. Ces mondes sont dépendants d'une identité fixe. Nous pouvons également considérer l'histoire globale de l'humanité comme un monde. Il ne s'agit ni d'un groupe fermé, ni d'une identité fixe. C'est un processus ouvert, cette existence de la totalité de notre monde. Processus qui inclut de nombreuses et importantes différences. Nous devons également prendre en compte notre contexte naturel, notre inclusion dans la nature, ce que nous partageons avec les pierres, les plantes, les animaux, les océans. Ce monde est notre petite planète Terre. Et finalement, à un 5e niveau, il y a l'univers, les étoiles, les galaxies, les trous noirs. Nous avons en somme le monde des individus, qui est celui de la psychologie, le monde des groupes fermés, qui est celui de la sociologie, le monde du processus ouvert, qui est l'existence de l'humanité tout entière, ou histoire, et notre monde naturel, celui de la biologie, ou aujourd'hui de l'écologie. Et enfin, il y a véritablement l'univers complet, total, c'est le monde de la physique et de la cosmologie. À partir de là, je voudrais que nous nous attaquions à la seconde difficulté. Dans l'impératif, il faut changer le monde. Le verbe « changer ». Il est clair que notre potentialité ou notre capacité de changer le monde est absolument dépendante, on ne le considère jamais assez, du niveau de définition de ce monde. Changer le monde, oui, mais en fin de compte, dans quel espace faisons-nous fonctionner la définition de ce que c'est qu'un monde? Par exemple, si je suis marié et que je tombe absolument amoureux d'une autre femme, cela peut éventuellement définir un grand changement très important à 2 premiers niveaux. Mon monde individuel, passion, représentation, et mon monde familial fermé. Et sans aucun doute, cela influe beaucoup sur ma représentation du bonheur personnel. Au second niveau, il y a de nombreux types de changements, non pas de définition cette fois, ou de catégorie du monde, mais des types de changements. La révolution, les réformes, les guerres civiles, la création de nouveaux États, la disparition d'une langue, le colonialisme, ou encore ce que Nietzsche appelle la mort de Dieu. À chacun de ces changements historiques
correspond de nouvelles dialectiques du bonheur et du malheur. C'est le second niveau. Au troisième niveau, celui de l'histoire, de la grande histoire, il y a les notions contrastantes de progrès, d'internationalisme ou de communisme, d'une part, et de l'autre, le capitalisme, en tant que fin de l'histoire, la démocratie en tant qu'objectif universel, et d'ailleurs tous ces mots prestigieux, l'impérialisme objectif et le nihilisme subjectif, qui est en un certain sens le résumé de la situation contemporaine. Impérialisme objectif et nihilisme subjectif. Ce sont là des cadres possibles pour une philosophie du bonheur, soit stoïcienne et résignée, soit révolutionnaire et militante. C'est le troisième niveau. Au quatrième niveau, nous avons le débat actuel, complexe, portant sur les problèmes écologiques, les changements climatiques et le futur de notre planète. Il y a là une ressource pour une conception qu'on pourrait dire millénariste du bonheur de l'espèce humaine. S'accommoder du monde tel qu'il est et protéger notre planète. Au cinquième niveau, nous ne pouvons plus faire grand-chose parce que ce cinquième niveau qui est l'univers comme tel, nous ne sommes qu'une toute petite partie, un fragment insignifiant de l'univers global. Mais comme on sait, nous cherchons des signes de vie au-delà de notre misérable planète. Et peut-être avons-nous, dans cette recherche de signes de vie, peut-être avons-nous l'espoir de rencontrer un jour des formes totalement inédites de bonheur, des formes totalement inconnues de béatitude. Alors vous voyez, dans toute cette affaire, quelle est la signification exacte du verbe « changer » ? En fait, je pense que nos distinctions et nos définitions sont un peu trop imprécises pour nous fournir aujourd'hui une signification claire de l'expression « changer le monde ». Après tout, ce n'est pas vrai qu'un monde puisse changer en tant que totalité. Il faut voir les choses en fonction des différents niveaux sémantiques du mot « monde ». Un individu peut changer pendant sa vie, mais évidemment, certaines parties de son monde subjectif sont invariantes. De même que certains traits de son corps ou certaines formations psychiques fondamentales qui sont déterminées par les expériences, en particulier les expériences de l'enfance, comme on l'a montré. Alors on peut dépasser, si vous voulez, les limites de nos groupes fermés, mais nous ne pouvons pas éviter complètement d'être déterminés, malgré tout, par notre origine, notre langue et l'arrière-plan culturel de notre nationalité. Et la même chose, vous, pour notre action dans une histoire ouverte ou pour nos efforts pour modifier ou préserver notre environnement naturel. Au fond, disons ceci, dans toutes les circonstances biographiques ou historiques, la possibilité d'un changement local dans un monde déterminé peut être observée. Après quoi, il peut y avoir des conséquences de ce changement local, parfois des conséquences à longue portée, entraînant des remaniements dans la représentation et dans le réel du bonheur. Au fond, un changement, et c'est un peu un piège, n'apparaît jamais immédiatement de façon claire comme changement du monde. Il est estimé comme grand ou petit relativement à ce monde, de manière rétroactive uniquement, à travers les conséquences qu'il a entraînées. Alors, je voudrais prendre
un exemple fameux et simple de ces protocoles du changement de la notion de monde en connexion à la notion de bonheur. Je voudrais prendre l'exemple le plus simple qu'on a sous la main, celui de la révolution bolchevique en Russie en octobre 17. Il faut lire sur ce point le grand journaliste américain John Reed, qui a écrit un récit de cette révolution auquel il a donné le titre tout à fait intéressant pour notre propos, « 10 jours qui ébranlèrent le monde ». 10 jours qui ébranlèrent le monde. Alors, de quel monde s'agit-il? Ce n'était sûrement pas un changement complet du monde capitaliste, du monde total capitaliste, comme Marx ou Lénine en rêvaient. Comme vous savez, Lénine était convaincu que la révolution russe était seulement le début d'un processus global, dont la seconde étape serait la révolution en Allemagne, et tout cela n'a pas eu lieu. Quoi qu'il en soit, on maintiendra que cet événement resté local a eu des conséquences à longue portée. Il a joué le rôle de référence de base pour tous les activistes révolutionnaires et il représente une part importante de l'Union soviétique à la Chine communiste, en passant par la guerre du Vietnam ou par Cuba, une cause importante du monde. Lequel monde? Le monde du XXe siècle. Mais durant la seconde moitié de ce siècle, dans laquelle nous entrons, dans laquelle nous sommes entrés, nous avons assisté à l'effondrement de pratiquement tous les États socialistes issus de sa première moitié, qui s'étaient développés dans la suite de la révolution bolchevique de 1917, qui est notre origine. Ce n'est donc que maintenant que nous pouvons comprendre le vrai sens du titre du livre de John Reed. 10 jours qui ébranlèrent le monde. Certes, une partie du monde a été ébranlée par la révolution russe pendant tout un temps. Certes, les conséquences à longue portée de tout cela permettent de qualifier cet événement de changement réel, de changement considérable. Mais, et c'est un grand mais, en fin de compte, notre monde global d'aujourd'hui est dominé par le capitalisme presque exactement comme l'était le monde d'avant cet événement qui ébranla le monde. Nous pouvons donc en conclure que le plus important changement politique du XXe siècle n'a cependant pas changé le monde. En conséquence, et afin de comprendre le comment, je propose de substituer, c'est une proposition lexicale, je propose de substituer à l'idée de changer le monde un complexe de 3 termes, de 3 concepts, une articulation ternaire, l'événement, le réel et les conséquences. Et je vais m'efforcer d'expliquer cette terminologie, tout comme je chercherai à déterminer sa liaison à la question générique, fondamentale dans tout cela, la notion générique de bonheur. 3 termes, 3 concepts, l'événement, le réel, les conséquences. Alors l'événement, la révolution bolchevique ou tout autre, l'événement est le nom de quelque chose qui se produit localement dans un monde sans pouvoir être déduit des lois de ce même monde. Il est proprement événementiel, ce qui évidemment a lieu dans un monde,
mais sans qu'on puisse raccorder immédiatement et clairement l'événement à l'organisation, à la législation du monde. Autrement dit, un événement est une rupture locale dans le devenir ordinaire d'un monde. Alors nous savons qu'en général, les règles du monde produisent une répétition du même processus. Ce sont des lois répétitives. C'est bien d'ailleurs un élément qui désespère un peu la subjectivité lorsque, d'une certaine manière, se répètent indéfiniment les mêmes structures dans le même processus. Un bon exemple scientifique, c'est que dans le monde capitaliste, Marx proposait d'expliquer complètement la répétition des cycles de l'investissement de la monnaie, de sa transformation en denrée et du retour à la monnaie. Ou encore, plus simplement, la relation répétitive entre salaire, prix et profit. Plus généralement, si on revient à Marx, il décrivait le processus global du capital qui met en liaison la production et la circulation. Il a également proposé une explication claire du fait que les crises, on parle beaucoup de crises aujourd'hui, mais Marx a montré que les crises cycliques du capital ne sont pas des ruptures dans le devenir du capitalisme, mais des parties rationnelles de son développement. Lorsqu'on dit que le capitalisme est en crise, il faut toujours se souvenir que la crise témoigne de ce qu'on est dans le capital. C'est précisément pourquoi un événement ne peut jamais être une crise classique. Par exemple, la crise actuelle qui affecte les populations du monde occidental n'est pas un événement. C'est une partie constitutive du monde capitaliste globalisé ou mondialisé. Et c'est par rapport à cela qu'on va définir le véritable événement. Un événement est quelque chose qui se produit localement dans un monde globalisé, par exemple le monde capitaliste. Ça se produit localement dans le monde capitaliste globalisé, mais qui ne peut être compris dans sa totalité si nous nous contentons d'utiliser la logique répétitive du capital, y compris les lois des crises systémiques. Alors j'en viens à un point tout à fait important pour la suite. La force d'un événement, elle réside dans le fait qu'il expose quelque chose du monde qui était caché ou invisible parce que masqué par les lois de ce monde. Quelque chose du monde advient qui restait invisible, non pas par une contrainte extérieure, mais parce que les lois de ce monde la dissimulaient. Un événement est la révélation d'une partie du monde qui n'existait antérieurement que sous la forme d'une contrainte négative. Et la corrélation entre cette révélation et la question du bonheur, autre terme de mon titre, est claire. Comme il s'agit de la levée d'une contrainte, il y a aussitôt pour tous ceux qui subissaient, sans la reconnaître clairement, cette contrainte, l'apparition de possibilités inédites de la pensée et de l'action. Or, une définition possible du bonheur serait la suivante. Découvrir en soi-même une capacité active dont on ignorait qu'on la possédait. Vous voyez le parallélisme que je tente d'introduire entre le bonheur dans l'espace du monde subjectif
et l'événement révolutionnaire ou transformateur à échelle de la société tout entière. Alors, je veux donner de cela deux exemples pour que ça soit bien clair. Par exemple, un qui me concerne dans ma vie propre. Pourquoi mai 68 fut-il un réel événement en France? Et pourquoi, au-delà d'une certaine déception, au-delà de ce qu'on appelle commodément l'échec révolutionnaire, cet événement a-t-il laissé à ses acteurs, du moins à ceux qui n'avaient pas été corrompus par la corruption des années 80 et qui se sont changés en morts-vivants, a laissé le souvenir d'un moment intense, figuré, absolument heureux, si même angoissé, de leur existence. Quelle relation peut-il exister entre l'échec de ce que cet événement se proposait d'introduire et le fait qu'il demeure comme un événement important? Bien, la raison en est, factuellement, que l'occurrence massive et simultanée d'une révolte des étudiants et de la plus grande grève générale jamais vue des ouvriers des usines a révélé dans le monde France des années 60 que la stricte séparation entre jeunes intellectuels et jeunes ouvriers, en tant que loi de ce monde, n'était qu'une nécessité vieillissante, une nécessité en voie de possible dépérissement. L'événement a révélé précisément que cette loi pouvait et ultimement devait être... Elle pouvait être remplacée par son contraire, même si la révélation n'a pas été qu'elle l'a pu, mais elle le pouvait. Autrement dit, le sens général de l'affaire était un nouveau courant politique créé par l'unité directe entre jeunes intellectuels et ouvriers, y compris évidemment, et la question est aujourd'hui de grande importance, y compris les ouvriers venus d'Afrique ou d'Asie ou d'Amérique du Sud, les malheureux étiquetés aujourd'hui migrants. Autrement dit, vous voyez, le réel du nouveau monde, dans le cadre du vieux monde, révélé par l'événement, consistait dans l'affirmation qu'une forme d'unité politique qui avait été interdite par toutes les composantes du monde ancien était en réalité possible. Et la découverte qu'il était parfaitement possible de faire dans la société le trajet de cette unité, de briser un temps les barrières nationales et sociales, et de devenir en somme les égaux d'une politique qui s'inventait en même temps qu'elle se pratiquait. Et que tout cela était la source d'une illumination subjective sans précédent. Alors je dirais que comme on peut le voir à partir de tous les mouvements populaires de grande importance et de longue durée, le nouveau réel révélé par l'événement, puisque c'est de lui que nous parlons ici, est dans la forme d'une nouvelle unité qui va au-delà des différences établies. Une unité qui se crée au-delà des différences apparemment constitutives de l'ordre existant. Mais ces différences étaient établies dans le monde en tant que loi de ce monde même. C'était une loi du capitalisme que le monde des étudiants et le monde des ouvriers d'usine n'avaient aucune corrélation immédiate. Et ces lois, comme toutes les lois, prescrivaient ce qui est possible et ce qui est impossible. Par exemple, j'y reviens, que des intellectuels et des travailleurs ordinaires
devaient être séparés dans la vie de tous les jours, ainsi que dans l'action collective ou dans la pensée. Mais en fait, mai 68 a affirmé la possibilité politique d'une unité directe de la pensée, de l'action et de l'organisation entre les deux groupes. Alors, tout ça nous permet une observation cruciale et cruciale aujourd'hui. Grâce à la force d'un événement, bien des gens découvrent que le réel du monde peut se situer dans quelque chose qui est simplement impossible du point de vue dominant de ce même monde. C'est le point d'impossibilité qui s'avère possible dans le type de situation événementielle. Nous avons ici la signification profonde d'un des slogans de mai 68 en France, un des slogans les plus ouvertement philosophiques. Je le cite, « Soyez réalistes, demandez l'impossible ». Réfléchissez à la dialecticité de ce mot d'ordre. Soyez réalistes, demandez l'impossible. Une subversion radicale de la définition courante et dominante du réalisme. Le réalisme, c'est ne demander que ce qui est possible. Mais précisément ce que met à l'ordre du jour la figure véritable du bouleversement révolutionnaire, c'est soyez réalistes, demandez l'impossible. Je signale en passant l'intérêt d'érudition que ce soyez réalistes, demandez l'impossible nous fait peut-être comprendre d'une façon toute nouvelle un énoncé un peu mystérieux de Lacan. Oui, de Lacan, le psychanalyste, qui a dit « le réel, c'est l'impossible ». Cette phrase « le réel, c'est l'impossible », il l'a mise en avant dans ce qui advenait dans le processus d'une cure analytique. Et il est très intéressant que ça puisse s'accorder, en réalité, à la signification réelle des temps de mouvements populaires, de mouvements de masse, de révolution, au regard des lois de la société. Là aussi, le réalisme est corrélatif de l'impossible. Alors la nouvelle affirmation, le grand oui que le monde déclare sous la pression d'un événement, puisque c'est de l'événement que nous partons, eh bien c'est toujours la promesse de la possibilité que quelque chose soit possible dans un monde où elle est impossible. Et en ce sens, nous pouvons dire, et c'est essentiel, le vrai bonheur est toujours une jouissance de l'impossible. Alors, ce que j'appelle les conséquences de l'événement constitue un processus concret qui développe les différentes formes de possibilités de ce qui était impossible. Et c'est donc, si c'est dans l'impossible que réside le vrai bonheur, les conséquences de l'événement, c'est une puissance exécutive du bonheur. J'ai proposé d'appeler ce genre de processus une fidélité à l'événement. Fidélité qui est aussi une fidélité à l'impossible. Ou en d'autres termes, les actions, créations, organisations, pensées qui acceptent la nouvelle et radicale possibilité de ce dont l'impossibilité était une loi du monde. En ce sens, nous pouvons alors dire « tout bonheur réel est une fidélité ». Tout bonheur réel est une fidélité. Être fidèle, ici,
c'est devenir le sujet du changement en acceptant les conséquences d'un événement. Nous pouvons dire aussi que la nouveauté a toujours l'apparence d'un nouveau sujet dont la loi est la réalisation dans le monde du nouveau réel révélé, en tant que point d'impossibilité. La réalisation dans le monde du nouveau réel révélé comme une possibilité interdite par le vieux monde. On dira alors le bonheur est la venue dans un individu du sujet qu'il découvre pouvoir devenir. C'est une corrélation, vous le voyez, entre bonheur et révélation de la possibilité de l'impossible, dans une situation singulière. Le bonheur, c'est la venue dans un individu du sujet qu'il découvre pouvoir devenir, le sujet étant ici toujours le sujet événementiel. Et en fait, le nouveau sujet existe quand des gens s'incluent dans l'organisation, la stabilisation, les formes, capables de tolérer les conséquences de l'événement, étant entendu que la situation comme telle ne les tolère pas. D'un autre côté, le sujet n'est pas complètement sujet des lois du monde, puisque ce à quoi il se rattache dérive d'un événement, et que l'événement est une rupture dans le devenir ordinaire du monde. Et donc, nous le voyons, c'est aussi fort important, le nouveau sujet est à la fois dans et hors du vieux monde. Nous pouvons dire qu'il est immanent au monde, mais sous la forme d'une exception. Avançons alors, après avoir dit que tout bonheur réel est une fidélité, que le bonheur est l'affect du sujet en tant qu'exception immanente. Et je pense que toute analyse effective du bonheur rencontre inéluctablement ce point. Alors on retiendra trois traits fondamentaux du sujet, du nouveau sujet qu'on peut concevoir comme sujet du bonheur. Ces trois traits, je vais les développer aussi, sont la discipline au-delà de la liberté individuelle, la dimension générique au-delà de la prétention personnelle, et le vrai bonheur en tant qu'il diffère de la satisfaction. Je le redis synthétiquement, discipline, ce qui veut dire une liberté toujours transindividuelle et non pas strictement référée à l'individu. Générique, quelque chose qui se situe au-delà de la prétention personnelle. Et bonheur, en tant qu'il diffère de la satisfaction. Voyez-vous, la liberté du sujet dont je parle ici, le sujet qui va pouvoir attester que le bonheur existe. Cette liberté consiste à créer quelque chose dans le monde. C'est une création dans le monde, mais une création en tant qu'exception. C'est-à-dire, elle est reliée au monde par la catégorie de ne pas provenir des lois du monde, mais d'y faire exception. Alors, une création de cet ordre, la liberté de ce sujet, accepte les conséquences du fait que le réel qui a été révélé par l'événement
s'oppose aux contraintes négatives du monde. Et c'est là qu'un devrait introduire, mais je ne le ferai pas, je le ferai une autre fois, l'analyse de la négativité. Ainsi, la véritable essence de la liberté pour ce sujet, ça n'est pas de faire ce qu'il a envie de faire. Parce qu'en fait, ce que vous avez envie de faire est en tant que tel une partie de votre adaptation au monde tel qu'il est. Si le monde vous donne les moyens de faire ce que vous avez envie de faire, c'est évidemment parce que vous obéissez aux lois du monde tel qu'il est. Dans le cas d'une création réelle, vous avez également à créer certains moyens de votre création. De sorte que la véritable liberté, c'est toujours une manière de faire ce qui est prescrit par le réel en tant que conséquence exceptionnelle dans un monde. Et par conséquent, l'essence véritable de la liberté comme condition essentielle du bonheur réel, c'est la discipline événementielle. Et c'est pourquoi la création artistique peut servir ici de paradigme. Tout le monde sait qu'un artiste obéit à la stricte discipline de l'innovation, de l'œuvre patiente et souvent exténuante, afin de parvenir, jour après jour, à trouver les formes d'une représentation absolument nouvelle du réel. C'est bien sûr aussi le cas en ce qui concerne l'innovation scientifique. Plus généralement, nous devons affirmer qu'un sujet existe au point où il est impossible de distinguer entre discipline et liberté. C'est une liberté puisque ça n'est plus l'obéissance à la contrainte de la situation, mais c'est une discipline parce que les conséquences de cette apparition, de cette construction, reposent dans la fidélité à l'événement en question. Je pense pour ma part que l'existence d'un tel point se signale subjectivement par un bonheur intense, dont témoigne en partie l'expression poétique. Le poème, la poésie, est sur ce point quelque chose de très révélateur et d'instructif. Parce que l'expression poétique, elle est indivisiblement la langue trouvant une nouvelle liberté, mais aussi une stricte discipline formelle. Le paradoxe intéressant, tout ce que je décris ici, qui se trouve concentré dans l'expression poétique, c'est qu'elle est de façon manifeste et indivisiblement une liberté prise à la langue dans le cadre d'une stricte discipline formelle. Il en ira de même, en vérité, de toute création dans les conditions données des lois d'un monde. Ça, c'est le premier point, la discipline. Mais le deuxième, qui est un peu, si je puis dire, la compensation du premier, deuxièmement, le sujet ne peut pas être fermé par une identité. En tant qu'exception immanente, le processus émancipateur est ouvert et infini. Parce que, se situant dans une certaine mesure hors des contraintes limitées du monde, l'œuvre d'un sujet est toujours universelle et ne peut être réduite aux lois de telle ou telle identité. Cela est vrai dans les 4 registres de la création. Ceci peut donner lieu à des prospections exemplaires. Les 4 registres de la création, à savoir l'art, la science, la politique et l'amour. Ce sont les 4 registres où cette figure singulière de la surrection d'une liberté neuve peut s'opérer.
j'ai nommé dans mon sabir, j'ai nommé ces 4 lieux de création vitale les 4 procédures de vérité. Témoignent des procédures de vérité une œuvre d'art, une découverte scientifique, une authentique révolution politique et un grand amour. Et je dirais que tout cela intéresse l'humanité tout entière en tant que telle. C'est bien pour ça que les ouvriers qui ne possèdent rien et qui sont réduits aux capacités de leur corps sont aux yeux de Marx la partie générique de l'humanité, c'est-à-dire la vraie partie créatrice de l'humanité. Parce qu'ils sont dans une absence d'identité, dans une négation générique des identités. Et cela explique également la fameuse déclaration de Marx dans le manifeste du Parti communiste: les travailleurs n'ont pas de patrie. Cette notion, cette affirmation, les travailleurs n'ont pas de patrie, va bien au-delà de la simple catégorie d'internationalisme structurel. C'est en tant que sujet que les travailleurs n'ont pas de patrie. Dès lors qu'ils échappent à la prescription du capital, ils n'ont plus de patrie à proprement parler, autre que ce qu'ils deviennent. Du point de vue objectif du monde, un sujet, en tant qu'immanent à un monde, on pourra toujours dire qu'il a une patrie, en tant simplement qu'il est là et non pas ailleurs. Mais du point de vue du processus d'émancipation, un sujet, en tant qu'exception immanente, est générique et sans patrie. Et le bonheur, on le sait, exténue toute entrave identitaire. C'est bien le sens de la formule qui complète celle de Marx: les amoureux sont seuls au monde, laquelle signifie que leur œuvre propre, l'amour, désidentifie tout ce qui pourrait, du point du monde, les distinguer, les séparer, les opposer. Enfin, troisièmement, l'être heureux du sujet réside dans sa découverte à l'intérieur de lui-même, de sa capacité à faire quelque chose dont il ne se savait pas capable. Tout le point est ici dans le dépassement, au sens hegelien, à Aufhebung, à savoir passer outre la limite apparente en découvrant qu'en elle-même se tient la ressource de son franchissement. La limite apparente détient, en fait, événementiellement, la ressource de son franchissement. Et alors, en ce sens, je dirais, tout bonheur est une victoire contre la finitude. Tout bonheur est une victoire contre la finitude. Il faut introduire ici une distinction tranchée entre bonheur et satisfaction. Je suis satisfait quand je vois que mes intérêts d'individu sont en conformité avec ce que le monde m'offre. La satisfaction est donc déterminée par les lois du monde et par l'harmonie entre mon moi et ses lois. En dernier ressort, je suis satisfait quand je peux m'assurer que je suis bien intégré dans le monde. Mais on peut objecter que la satisfaction est en réalité une forme de mort subjective, parce que l'individu, réduit à sa conformité au monde tel qu'il est
est incapable de devenir le sujet générique qu'il est capable d'être. La satisfaction va maintenir l'individu en deçà de la généricité dont il est capable. C'est-à-dire va le couper ou le retrancher de l'universalité. Dans un processus d'émancipation, nous expérimentons le fait que le bonheur est la négation dialectique de la satisfaction. Le bonheur est du côté de l'affirmation, de la création, de la nouveauté et de la généricité. Et la satisfaction est du côté de ce que Freud appelait la pulsion de mort, la réduction de la subjectivité à l'objectivité. La satisfaction est la passion de chercher et de trouver la bonne place que le monde offre à l'individu, puis d'y demeurer. Au fond, ce dont nous parlons ici, c'est de la relation étroite qui existe entre le bonheur et la subjectivation d'un processus post-événementiel. Processus qui peut être d'émancipation politique, de création artistique, d'invention scientifique ou d'altération au sens du devenir autre en soi-même, d'adopter l'autre en soi-même, et c'est l'amour. Donc, le bonheur, dans sa distinction générique d'avec la satisfaction, trouve dans le processus d'émancipation, de création, d'invention ou d'altération, dans la politique, dans l'art, dans la science ou dans l'amour, le fil à suivre pour l'universalité. Alors, parvenu à ce point, je crois que nous pouvons revenir à l'interrogation fondamentale qui, finalement, couvre toutes les revendications contemporaines de sortie d'un monde inacceptable. Donc l'interrogation fondamentale, comment changer le monde? Alors la réponse pourrait être en devenant une partie subjective des conséquences d'un événement local. Ceci se déduit clairement de ce que j'ai précédemment dit de l'événement. Nous pourrions dire également comment changer le monde, ça consiste à être fidèle à un événement. En créant, parce que c'est ce à quoi nous contraint la fidélité à un événement, en créant une équivalence entre liberté et discipline, par exemple, en trouvant dans la discipline de la fidélité événementielle la vraie figure de la liberté, contre la liberté définie comme principe de mouvement dans le monde. On peut dire aussi en inventant une nouvelle forme de bonheur qui soit une victoire sur la dictature de la satisfaction et sur le pouvoir de la pulsion de mort. Au fond, nous savons que quelque chose est en train de changer dans le monde quand nous expérimentons le fait que le bonheur n'est pas l'objectif prédéterminé du processus du changement, mais la subjectivation créatrice du processus lui-même. Autrement dit, le bonheur n'est pas une question de résultat, il est une question de processus. Le monde est en train de changer quand nous pouvons déclarer, comme le fait Saint-Just, que le bonheur est une idée neuve.
une idée neuve, donnée dans le changement lui-même. Alors nous allons, à partir de là, nous orienter vers la conclusion, en adoptant tout cela à la situation actuelle du monde. Si nous réfléchissons un peu à la situation actuelle du monde, au sentiment général de crise, de stagnation malheureuse, de péril imminent, d'impuissance mortifère, de confusion opaque, de guerre en pleine paix. On pourra aussi bien dire que tout cela revient à dire qu'aujourd'hui, le monde entier stagne dans ses structures les plus répétitives, les plus mortifères, les plus aptes à interdire toute création significative. On peut décrire ce sentiment comme celui d'un monde vissé à ses impasses. Un monde dont l'essence est qu'il faut le changer absolument, mais qui soustrait tous les moyens de le faire, autant qu'il le peut. Vous savez, cette vision était fondamentale dans la conception que Marx avait de la Révolution. Révolution, c'était le nom de ce qui brise la stagnation, la contrainte négative du capitalisme. Ce qui défend la vie créatrice et le bonheur, au sens où nous en avons parlé, contre la satisfaction des profiteurs milliardaires. Pour Marx, ce que révèle l'événement révolutionnaire est clair. Pour le capitalisme, l'égalité est impossible. Par conséquent, le mot communisme, qui qualifie la révolution moderne, est le nom de la possibilité politique de cette impossibilité, la possibilité de l'égalité. Mais comme nous le voyons dans les manuscrits de 1844 et dans le fameux manifeste, Marx ne pense pas que communisme soit le programme d'une nouvelle société ou une idée abstraite de la justice. Communisme est le nom du processus historique de destruction de la vieille société. Donc, changer, là, n'est pas obtenir un résultat. Le résultat réside dans le changement lui-même. Ceci est évidemment très impossible à imaginer et très nécessaire. Le processus de destruction de la vieille société est tel qu'il est par lui-même un résultat et non pas un protocole de changement interne au vieux monde destiné à en changer les effets. Alors cette vision peut être interprétée à un niveau plus général sur lequel je vais conclure. Le bonheur n'est pas la possibilité de la satisfaction de chacun. Comme très souvent, on l'interprète dans une vision erronée de l'égalité. Le bonheur, c'est la subjectivation d'une tâche difficile. Se débrouiller avec les conséquences d'un événement et découvrir les possibilités lumineuses offertes par le réel affirmatif, dont la loi de ce monde était la négation cachée. La loi du monde à défaire est de cacher les possibilités que le réel affirmatif et événementiel contient. Au fond, le bonheur, le vrai bonheur, c'est de jouir de l'existence puissante et créatrice de quelque chose qui, du point de vue du monde, était impossible. Alors comment changer le monde ? Je
je pourrais proposer une réponse réjouissante en étant heureux. C'est pourquoi la triste mine du malheur contemporain risque de ne pas s'avérer créatrice. Il faut savoir, il faut admettre que le bonheur est jamais dans le monde tel quel, mais dans telle ou telle instance de son changement. Mais nous devons en payer le prix, qui est d'être par moments réellement insatisfait. Si la satisfaction est le principal facteur erroné de l'émancipation et de la liberté, il faut accepter, dans le monde tel qu'il est, d'être par moments insatisfait. C'est un choix, le vrai choix de nos vies. C'est le vrai choix concernant la vraie vie. L'immense poète Arthur Rimbaud a écrit « La vraie vie est absente », énoncé fondamental de toute sa construction poétique. La vraie vie est absente. Alors tout ce que je tente ici d'affirmer se résume à ceci. C'est à vous de décider, à vous en tant que tout le monde, que la vraie vie est présente. En tant que vous décidez d'outrepasser, de transformer la stagnation vitale qui est celle de l'ordre établi. Que vous décidez en ce sens d'être heureux. Alors, voilà, choisissez le nouveau bonheur, mais payez-en le prix. Merci. Voilà, alors comme je pense que nous avons là l'introduction d'un processus qui prendra quatre séances, 4 autres séances, je me donne la règle, au moins pour ce soir, et aussi pour des questions de fatigue, de ne pas ouvrir une discussion générale. Pour le moment, hein, pour le moment. Ce que je vous propose, c'est, si vous souhaitez avoir, mais vous pouvez attendre pour cela la suite du processus, ce qui va durer tout de même 4 ou 5 mois, si vous souhaitez avoir quelque chose comme quelque chose à dire, quelque chose comme un entretien, de prendre contact avec ma secrétaire Isabelle Vaudoz, ici présente, que vous pouvez trouver à l'entrée de chacune des occurrences. Ça, c'est le premier point. C'est pour le cas où vous souhaiteriez soit avoir une rencontre, soit me faire parvenir un texte de remarque ou poser des questions dont vous souhaiteriez qu'elles soient traitées, etc. Il faut passer par cela. Et d'un autre côté, gardez à l'esprit que l'ambition de ce moment, de ce propos, c'est bien tout de même de préparer l'avenir de sa propre existence,
qui va s'orienter évidemment en fonction de ce que je dis de la situation contemporaine, puisque tout ce propos est d'essayer de faire que la philosophie puisse servir à quelque chose pour sortir le monde du sac sableux dans lequel il est en train de s'enfoncer. Et par conséquent, je vais orienter petit à petit les choses du côté, en effet, aussi de la description des effets du monde. Et là, il faudra aussi peut-être que vous soyez attentifs à y réfléchir vous-même, c'est-à-dire à penser vous-même, à commencer à penser aux opérateurs philosophiques qui peuvent intervenir dans cette affaire de la création d'un monde acceptable. Alors, c'est-à-dire comment faire quand on est malheureux pour être heureux. Ce que je souhaite à tout le monde. Merci à tous.